énergie, que nos échanges sont portés par des échanges énergétiques finalement, quels qu'ils soient, tous nos échanges. Et aujourd'hui, on fait face beaucoup à des... Vous l'avez vu récemment ici chez vous, j'ai beaucoup suivi ça, c'est les conflits, beaucoup de conflits ici sur l'île. On voit aussi les guerres actuelles, mondiales, des guerres visibles, des guerres moins visibles. Et il faut comprendre que derrière tous ces mouvements, toutes ces choses, il y a l'idée de choix. On fait toujours des choix, qui que ce soit, tous les êtres humains. Et un choix, il nous amène à quoi? À travers cette énergie, ce choix, il est voué à nous amener à soit l'évolution, et si ce n'est pas le cas, si c'est un mauvais choix, à la destruction. Et quand c'est la destruction, eh bien, où cette énergie va-t-elle? Comment elle se transforme? Qu'est-ce qui se passe? Donc, comme je disais, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans le monde? Je parle de la Guadeloupe, pour l'île. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans le monde? On voit des guerres, on voit des querelles, on voit des homicides, des violences. Pour le don de quoi? Et dans la suite de ce que je vais dire, quand je dis pour le don, c'est vraiment ça l'idée. Pour le don de quoi? Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a toutes ces guerres, tous ces conflits? Et même dans cette idée de que fait-on de notre énergie, dans ce choix, eh bien, il y a l'idée de crime, malheureusement, fort malheureusement. Et ça nous amène à cette problématique secondaire, tertiaire même. En vrai, pourquoi l'être humain commet-il des crimes, qu'ils soient profonds, importants ou plus légers? Parfois, on a l'impression d'être un criminel envers soi-même même. Et ça, c'est différent en fonction des échelles. Il y a plusieurs échelles. Il y a des proportions très importantes et des proportions moins importantes. Et finalement, elles se rejoignent. Vous verrez pourquoi. Parce que, vous avez vu, majoritairement, l'être humain, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'on veut? On veut la paix. N'est-ce pas? On veut tous la paix. Mais pour y arriver, on fait la guerre. Déjà, on sent que c'est incohérent. Pour la paix d'un État, d'une région, d'une famille, d'une personne, on rentre en conflit. On fait la guerre. Déjà, ça ne paraît pas cohérent. Alors que, à la base, l'intention, elle est bonne, soi-disant. Ou bien encore mieux, on veut vivre dans l'amour et la félicité, mais quotidiennement, on avive le feu de la rancune en soi. Cette amertume qui va traverser nos veines. Et plus loin, on réagit de manière virulente pour ne pas laisser passer quelque chose qui nous semble, qui nous paraît être une injustice. Rappelez-vous aussi de cette idée d'injustice. Retenez-la. Et derrière tout ça, qu'est-ce qui réellement nous motive, pour attacher ça à cette idée de don, là, qu'est-ce qui nous motive à faire un mauvais choix? Vraiment. Qu'est-ce qui nous pousse pratiquement à faire un mauvais choix? Quand on sent que quelque chose nous pousse à faire un mauvais choix, c'est comme si ces personnes disent après, j'entends cette voix qui me dit de le faire.
cette voix dans ma tête. Peu importe à l'échelle où on se situe. On va y aller en douceur. On a tous appris, connu les massacres qui ont eu lieu dans notre monde à différentes époques. Et il y a eu des holocaustes. Il a existé même des mouvements tels que le nazisme. Et il y a des gens qui étaient dans ces mouvements-là qui, 10 ans après avoir participé à tout ça, à ces massacres, disaient « Je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi on a fait ça. » C'est comme si on était sous l'emprise de quelque chose qui nous dictait quoi faire. Et on agissait aveuglément. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est derrière tout ça, c'est de l'énergie qui circule dans des choix, des actions. Pour le don de quoi? Où va cette énergie? Que fait-on de cette énergie? Eh bien, très clairement, on sait déjà qu'il y a eu beaucoup de sang de coulé, des millions de morts. Et donc, tout simplement, derrière cette énergie, où va-t-elle? Eh bien, ce sont des sacrifices qui ont été faits. À plus petite échelle, on a des assassinats, des fois, qui sont commis. Et là, c'est la même chose. Où va cette énergie? Qu'est-ce qui a poussé la personne à le faire? Eh bien, encore une fois, c'est un sacrifice. On a aussi d'autres formes, comme quand il y a, par exemple, un viol qui est commis sur un enfant, une jeune femme. Et très souvent, on entend dire que ces violeurs, ils disent qu'ils devaient le faire. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils entendaient cette voix en eux qui leur disait de le faire. C'est encore une forme de sacrifice. Pour nourrir quoi? Pour que cette énergie aille où? Pour le don de quoi? Quand il y a un viol, par exemple, sur un enfant, eh bien, la bête noire, invisible, elle vient s'installer chez la jeune femme pour manger son âme et l'emprisonner à tout jamais ou presque. Elle vient la consommer. Là, on rentre déjà dans des détails. L'énergie. Pourquoi le violeur a fait ça? Pour le don de quoi? En réalité, tous ces sacrifices, ils sont effectués dans le but d'obtenir plus d'influence sur les autres. Ce n'est pas seulement de nourrir quelque chose, une entité dans l'invisible, mais c'est pour pouvoir obtenir en retour une force, un pouvoir, en nourrissant cette bête noire. Encore d'autres exemples. D'ailleurs, avant de parler d'autres exemples, toutes ces personnes-là, il y a eu beaucoup d'études médicales, psychiatriques qui ont été effectuées sur des violeurs et on n'a rien trouvé chez ces gens-là. Rien qui puisse être prouvable scientifiquement. Psychologiquement, ils ont grandi dans des familles
nobles, intelligentes, hein, et puis ils ont reçu une bonne éducation, tout ça, mais quand même, il se passe quelque chose à un moment donné dans la vie de cette personne qui le guide, qui le pousse à faire une atrocité. Et au fond d'eux, ces personnes-là, à tous ces niveaux-là, ils savent pourquoi ils ont fait ça. Ils le savent au fond d'eux, même s'ils ne l'expliquent pas. Encore un autre exemple, par exemple, dans la belle capitale de Paris, il y a les énergies telluriques qui sont modifiées dans les sols pour pouvoir les rassembler dans des endroits très spécifiques, qu'elles se rassemblent, qu'elles se rejoignent dans des endroits très précis dans la ville de Paris, avec autour des antennes comme les obélisques, comme la tour Eiffel, tout ça, ce sont juste des antennes énergétiques pour recueillir l'énergie cosmique, l'énergie des êtres humains, toutes ces choses-là, et que ça soit rassemblé à un seul endroit. Toute la ville a été construite pour faire ça. Il faut savoir que Paris, c'est une des plus grandes villes, c'est la capitale ésotériste du monde. Obscure, profondément obscure. Et dans cet endroit où toutes les lignes telluriques se rejoignent, eh bien, il y a des sacrifices qui sont effectués. Sacrifices humains. Pour le don de quoi? Eh bien, comme on commence à comprendre, ceux qui font ces sacrifices, c'est qu'ils ont besoin de pouvoir pour accéder à leurs objectifs, pour atteindre leurs objectifs face à la population, face à... comme s'ils maîtrisaient des codes en faisant ça. C'est des manières faciles de faire les choses, mais en même temps, ils sont appelés à faire ça. C'est semi-inconscient, semi-conscient, comme on veut. D'ailleurs, on le voit, hein, toute la symbolique, même le masculin sacré est bafoué, le féminin sacré est bafoué parce que tout est réutilisé, exploité et détourné de l'essence initiale, de la beauté de chacune de ces deux énergies, avec dans chaque ville de France une arc de triomphe, une arche, et une sorte de tour, une grande obélisque qui représente le masculin venant pénétrer le féminin. Et mettre ce poids, mettre cette pression du masculin, l'exacerber sur le féminin, déséquilibrer tout cet ensemble. Parce que le féminin est là pour faire grandir le cœur, pour que l'âme puisse s'exprimer, etc., etc. Comme vous le savez à peu près tous, j'imagine. Et cette chose qui vit dans l'invisible ne veut pas ça. Encore un autre exemple. Quand un politicien qui est à la tête du pays, comme celui que l'on a actuellement, tous, sans le nommer, quand il crée de nouvelles lois, de nouveaux codes pour que, par exemple, la chasse soit ouverte plus longtemps, plus tôt, plus de possibilités, ce n'est pas pour avoir plus de voix d'une petite minorité, d'un groupuscule de chasseurs. Non, il sait très bien ce qu'il fait. C'est qu'à travers ce choix qu'il prend délibérément, il offre la possibilité à ce qu'il y ait des massacres d'animaux. Et ces massacres, c'est le sang qui coule, des sacrifices qui iront nourrir la bête noire.
et qui vont, cette bête noire, cet esprit malveillant, va donner du pouvoir en retour à celui qui a appliqué cette chose dans le monde physique pour le rendre plus puissant. Et donc, si cette personne-là prend ce choix-là, c'est qu'elle sait qu'elle deviendra plus puissante. Pour le don de quoi? Et imaginez-vous maintenant que cette personne qui est à la tête d'un pays oriente tous ses choix, et je dis bien tous ses choix, pour en arriver à ses sacrifices pour le rendre plus puissant. Et s'il ne le fait pas, la bête noire va le manipuler jusqu'au fin fond de son inconscient. Rendez-vous compte. Et il y a un film qui m'a beaucoup parlé dans cette idée-là, c'est le film un film récent du roi Arthur, où un roi qui régnait sur la région voulait rester roi, et il devait visiter une sorte de pieuvre dans le film. Il perdait du pouvoir, et pour regagner du pouvoir, cette pieuvre lui a ordonné de tuer sa propre fille pour retrouver le pouvoir. Un sacrifice qu'il a fait, il a de ses bras donné dans le film sa fille à cette pieuvre qui l'a engloutie, et ses yeux à ce faux roi-là, c'est complètement ses yeux sont devenus tout rouges. C'est exactement ce qui se passe en réalité. Il a retrouvé le pouvoir et il a pu imposer sa force, son pouvoir au peuple qu'il dirigeait. Et il a réussi même à gagner la guerre dans le film face à soi-disant l'envahisseur. Bref. Aujourd'hui, on voit la même chose. Regardez les religions qui vous disent qu'il faut tuer un animal pour être protégé. Beaucoup de religions demandent ça. Beaucoup de cultes demandent ça. De tuer un animal pour se sentir protégé. C'est encore un sacrifice. En réalité, derrière tout ça, il y a réellement, dans l'inconscient collectif actuellement, quelque chose qui nous pousse, une vraie organisation de massacres, de guerres, de souffrances. Et toute personne qui est à l'origine de ça lui permet d'obtenir un transfert incroyable de pouvoir de cette force noire en devenant partie intégrante même de la personne. Et ces personnes-là qui font ces sacrifices, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent des stars, ils deviennent des leaders divers et variés. Des fois, il y en a qui deviennent des soi-disant prophètes, et même certains des guérisseurs. Des guérisseurs qui vont, soi-disant, soigner les gens. Parce que ces massacres-là, ce sont des puissants conducteurs d'énergie. Ces êtres-là, ces êtres humains vont devenir des puissants conducteurs d'énergie. Mais de quelle énergie reçoivent-ils cette source-là? D'où est-ce qu'elle vient? Qui est le fournisseur de ce pouvoir? Eh bien, c'est ce sponsor, l'énergie astrale, noire, qui, si je te donne du pouvoir, j'exige le sang en retour. J'exige le sacrifice. Et aujourd'hui, bien sûr, je vous posais la question, mais pourquoi nous? Pourquoi nous, on ne fait pas tout ça, effectivement? Pourquoi ça nous regarde? Pourquoi on serait
en lien avec ça? Parce que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on y est, à- on y a accès à toutes ces informations, les médias, les guerres, toutes ces choses-là. On y est confronté continuellement et ça fait naître quelque chose en chacun de nous. Ça fait naître de l'injustice, ça fait naître de la colère, ça nous fait perdre confiance en l'être humain, en son prochain. Et quand on perd confiance en son prochain, on perd confiance en nous-mêmes. Vous verrez, c'est profond ça. Si on n'a pas confiance en l'être humain, on ne va plus vouloir faire l'effort de se dépasser. Et du coup, on se laisse dépasser par les événements pour justifier l'impossibilité de se dépasser soi-même. Et finalement, quand je vous ai donné ces exemples-là, je vous ai dit aussi que la différence n'est que dans les échelles et la puissance. Tout est proportionnel. Parce que si on regarde bien les choses de près, chacun de nous a un jour été blessé dans la vie. Et cette blessure est en lien avec un moment, un manque d'écoute, un manque d'entente. Peut-être avons-nous été rabaissés. Mais quoi que nous ayons vécu qui ait généré ce traumatisme en nous, on peut résumer ça à un manque d'amour. Et c'est ce qui est à l'origine du mal-être chez tous les êtres humains aujourd'hui. Parce que ce manque d'amour, on l'a perçu sans le nommer à un moment très tôt dans l'enfance vis-à-vis de l'expérience négative qu'on a vécue. Et cette expérience-là s'est transformée. Elle s'est transformée parce que quand on est enfant, on se sait légitime à l'amour. C'est un principe de vie. L'échange de l'amour avec nos géniteurs, nos créateurs, nos parents, nous sommes là pour ça. Et finalement, on est confronté à des fois un manque d'écoute, un manque d'amour, peut-être même tout l'inverse, du rabaissement pur, des violences. Mais quoi que ce soit, fait le lien avec un manque d'amour. Et quand on se sait légitime à ce manque d'amour, ça crée un écart vis-à-vis de cette légitimité. Et vis-à-vis de entre cette légitimité et ce qu'on vit. Ça crée un écart. Et cet écart donne naissance à une forme d'injustice. L'injustice. Et cette injustice va grandir en nous, va évoluer. Les expériences négatives vont se répéter, et puis on ne va pas être entendu pour ce que nous avons vécu. Et cette injustice, parce qu'on n'est pas entendu, mais il ne nous reste plus qu'une seule chose pour être entendu, parce qu'on vit des émotions, et les émotions, il faut pouvoir les exprimer. Il ne nous reste plus qu'une seule porte pour nous exprimer, c'est de se contrarier, de se vexer et de se lamenter. Et dans cette idée de se lamenter, eh bien, c'est tout simplement l'âme hantée qui grandit en nous, qui prend naissance en nous. Et derrière cette âme hantée, il y a cette bête noire qui s'installe en nous, ce virus dans la psyché. Et donc, on grandit, on évolue, on devient des adultes, et cette contrariété issue d'une injustice se transforme en rancune.
Et cette rancune, quand on vit une injustice, par exemple, quand on voit des injustices autour de nous, eh bien, ça fait écho en nous. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on sent qu'il y a une injustice? On se met en colère. Tout simplement parce que ça fait écho en nous, cette injustice. Ça fait écho en nous parce que cette injustice, elle nous rappelle quelque chose dans le fond, mais on ne s'en rappelle pas là maintenant. Parce que de l'injustice, le schéma s'est transformé pour aller directement de l'injustice à la colère, en passant plein d'étapes. Les étapes sont tellement devenues une habitude que de cette injustice que l'on voit, que l'on ressent, que vis-à-vis de nous-mêmes ou quelque chose d'externe, pour légitimer le besoin de jouer au sauveur, par exemple, eh bien, en fait, ça fait écho avec ce manque d'amour que nous avons vécu durant l'enfance. Et c'est pour ça que chaque injustice est insupportable et que nous explosons dans cette colère. Et cette colère, c'est quoi? C'est de l'énergie. Et ce n'est pas une énergie toute douce, vous en conviendrez. Et pourquoi on se contrarie? Je vous ai dit, il y a l'injustice et puis d'un seul coup, la colère. Mais entre deux, qu'est-ce qu'il y a? Il se passe des choses. Avant l'injustice, après l'injustice, et avant la colère, eh bien, on se contrarie quand il y a de l'injustice. Rappelez-vous cet enfant qui ne pouvait pas s'exprimer. Il ne lui restait plus que la contrariété. Et cette contrariété se transforme, se développe en rancune à l'âge adulte, de la rancune. Et à chaque fois que l'on va prétexter une forme d'injustice, accrochez-vous bien, j'essaie. Si ça devient difficile, c'est qu'il y a une raison derrière. Si on voit une injustice qui se passe devant nos yeux ou vis-à-vis de nous-mêmes, eh bien, regardez ce qui se passe. On rentre dans des schémas limitants, destructeurs, de réels programmes qui se sont installés en nous. Parce que quand on se contrarie à l'âge adulte, en y rajoutant de la colère, c'est pour montrer à l'autre que c'est moi qui vis le plus l'injustice par rapport à toi. Et donc, c'est moi qui dois me contrarier le plus fort. Et en se contrariant le plus fort, en montrant ça à l'autre, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça fait culpabiliser l'autre, ça le place en position de coupable. Tout le monde a une idée plus ou moins profonde de schéma de culpabilité. Et s'il y va plus en profondeur, la personne qui se contrarie, eh bien, il se met tout simplement en position de victime. Quand on se contrarie, on se met en position de victime. Pour se plaindre, se lamenter vis-à-vis de ce manque d'amour que l'on a oublié. Mais c'est ça qu'on légitime aujourd'hui, quand on fait ça. Et puis, comme je vous ai dit, cette contrariété se transforme en rancune. Et il y a de la rancune envers soi, il y a la rancune envers les autres, donc on rabaisse les autres. Puis il y a la rancune envers soi, on se rabaisse soi-même. On rentre dans des schémas rabaissants. Et puis à cela, il y a encore d'autres schémas. Il y a la jalousie, il y a la paresse, les attentes, l'agressivité. Toute une panoplie de schémas qui vont générer des énergies en total décalage par rapport à notre conception. Nous ne sommes pas conçus pour faire ça, pour générer comme ça. Faire vivre des mécanismes en nous d'abord et générer cette énergie
sur le plan énergétique et puis ensuite biologique. En réalité, quand on fait ça, nous sommes dans une forme d'auto-sacrifice. Victime. Je me contrarie, donc je me victimise. Et c'est une forme d'auto-sacrifice de son énergie, parce que quand on est contrarié, qu'on veut prouver à l'autre que c'est nous-mêmes qui sommes le plus contrariés, on va générer une quantité colossale d'énergie. Pour le don de quoi? Et ce n'est que sur le plan énergétique, parce qu'après, ça vient se transformer sur le plan biologique. D'abord dans le système nerveux, puis ensuite par le biais des terminaisons nerveuses jusque dans les glandes, pour générer un cocktail hormonal. Et quand c'est de la colère, de la rancune, c'est un cocktail qui empoisonne notre sang. Pour le don de quoi? Le sang, rappelez-vous. Aujourd'hui, il existe une entité dans l'invisible, une bête noire, une sorte de pieuvre, qui n'est pas physique du tout. Et surtout, à tous les niveaux, donc du tout premier niveau avec les grands sacrifices mondiaux, jusqu'à sa propre échelle, quand on réagit dans le déséquilibre et qu'il n'y a plus du tout de légitimité, eh bien, face à tout ça, l'homme, il est devenu le produit de consommation de la bête dans une fausse dualité, une dualité faussée, parallèle, empruntant les rouages de presque tout l'astral. Tout l'astral est pollué par ces entités. Ça s'appelle l'astral noir. Et la problématique réelle face à tout ça, c'est que on préfère finalement donner du pouvoir à la bête, inconsciemment. Par l'énergie d'abord, puis par le sang. Le sang qui va nous rendre malades, qui accélère le processus de vieillissement, qui nous rend fébriles, pour que cette bête puisse s'installer dans notre psyché. Puis après, vu que nous sommes faibles psychiquement, physiquement, énergétiquement, eh bien, cette bête peut nous insuffler des pulsions plus nocives qui vont aller causer des meurtres. Et donc, on la laisse nous guider à chaque fois qu'on se met en colère. Parce qu'on ne sait faire que comme ça. Sauf quand on sort de sa zone de confort, ou bien alors quand on est déjà dans un réel équilibre. Et ça demande d'aller chercher très loin. Tant qu'il y a de la vengeance dans les pensées, dans le langage, dans les actions, eh bien c'est la bête noire que nous nourrissons. Même la plus petite pulsion là, de vengeance, même si on ne la fait pas encore traverser électriquement dans notre système nerveux et hormonalement dans notre système hormonal pour que ça remonte jusqu'au système neuronal, eh bien déjà si énergétiquement dans nos centres énergétiques, on la fait naître, on nourrit déjà la bête noire. Ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète, c'est l'osmose du sacrifice sur Terre et de la souffrance organisée. 1 milliard d'êtres humains
portent le culte de la croix et du sacrifice. Plus d'1 milliard. Sans parler des autres religions qui effectuent tous ces sacrifices. Et même des gourous, tout ça, là, les guérisseurs, ils vont sacrifier un petit lapin pour ouvrir des canaux magiques de clairvoyance et faire leur métier. C'est juste un pacte avec la bête noire. Un de plus. Parce que c'est trop difficile pour cette personne-là d'aller voir ses propres blocages, ses blessures, ses faiblesses, et d'emprunter un vrai chemin d'évolution personnelle profond, long parfois, mais sensé. Non, on passe par la voie facile. On commet un sacrifice, le sang. Pour le don de quoi? Pour devenir plus puissant, en nourrissant la bête noire. Et finalement, tous ces sacrifices à toutes les échelles continueront jusqu'à ce que l'humanité cesse de fermer les yeux sur ces choses. Tant que l'orgueil désirera ce pouvoir, cette idolâtrie. En vrai, pour changer les choses, tout ne dépend que d'une seule chose. Se prendre en main. Soi-même, sans attente. Sans attendre le sauveur, comme on veut nous faire croire dans des mouvements New Age spirituels. Non, personne, même pas Dieu, viendra nous sauver parce que c'est nous qui avons créé cette expérience. C'est nous, les créateurs, depuis des millénaires, de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons créé ce que nous avons créé, mais nous sommes des créateurs de ces massacres, de cette chose horrible. Et nous devons faire avec, et personne ne viendra nous sauver. Parce que ce sont les codes universels. Et maintenant, pour remonter cette pente, parce que là, nous avons, je l'ai dit, hein, on a fait un peu la montagne russe, là. On va remonter la pente. Et pour remonter cette pente, je voudrais vraiment vous partager une expérience personnelle. Simple. Enfin, simple. Simplement, je dirais. Je l'ai vécu, cette expérience, pour la première fois quand j'ai fait mon premier stage ici même. Et je n'en ai pas parlé. C'était l'année dernière, au mois de juin. Donc là, nous sommes le 23 avril 2022. Et c'était au mois de juin 2021. Et ce qui m'est arrivé, il m'a fallu du temps pour aller chercher l'humilité d'en parler et la simplicité. Le stage que j'ai fait ici au mois de juin l'année dernière, c'était d'un seul coup un très gros stage pour moi. Il y avait un peu plus de 40 personnes. 47 personnes. Et comme vous savez, enfin peut-être certains savent, oui certains savent ici, dans ma mission de vie, il y a cette idée que je me connecte aux gens, au groupe d'un seul coup, et que je leur montre dans leur méditation où est-ce qu'il faut qu'ils aillent travailler, sur quel point, quelle chose, sur quel plan dans leur algorithme. Je vais leur montrer sur le plan psychique, peut-être qu'ils ne vont pas voir tout de suite, mais je vais leur ouvrir une porte, peut-être sur le plan énergétique, ça c'est déjà plus simple à ressentir, et des fois même dans le corps bien physique, sans que je sois à côté d'eux. Et pour y arriver, j'étais prêt à conduire un grand groupe comme ça, mais
j'ai reçu une petite aide. Et cette aide, elle est venue au moment où je ne m'y attendais pas. D'ailleurs, je ne m'y attendais pas du tout. C'était un stage qui durait 9 jours. Et au bout du 3e jour, le soir, après avoir fini ma présentation, je me suis couché pour dormir, tout simplement, me reposer, après m'être connecté à tout le monde. Et là, au moment où je me couche, il y a quelque chose qui s'est glissé en moi et qui a électrifié mes pieds, mais de manière très intense, j'insiste. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai jamais eu ça. Dans les pieds. En fait, ça a traversé mon corps et c'est allé dans mes pieds. Et je me suis dit, qui se connecte à moi? Qu'est-ce qui se connecte à moi pour que ce soit aussi intense? Alors, des expériences énergétiques, psychiques, tout ce que je voulais, j'en ai connu beaucoup. Très beaucoup. Mais celle-ci, je trouvais qu'elle était particulièrement différente de tout ce que j'ai connu. Et tout de suite, j'ai reçu l'information qui me disait c'est pas maintenant que tu vas dormir. Donc, je me suis dit, ok, je vais méditer. Et je suis rentré en méditation. Et là, il y a eu une première vague qui a traversé tout mon corps. Une vraie vague d'amour intense, d'une intensité incomparable. Même le mot intense ne veut rien dire par rapport à cette vague d'amour que j'ai ressentie et qui a traversé mon corps. Et c'était encore rien du tout, parce que cette première petite vague, c'était un souffle, une pichenette. Et très rapidement, j'ai entendu cette instance qui s'est connectée à moi. Elle s'est présentée à moi. Une sorte de, je ne vais pas vous le faire, une sorte de très longue vibration, très spécifique, qui, par le biais de mon don de clairaudience, qui est mon outil principal dans mon travail, m'a tout de suite fait comprendre que, d'accord, je vais dire les mots avec le plus d'humilité possible. Mais je sais, par expérience, que c'est une des plus grandes instances divines de notre univers qui s'est connectée à moi ce soir-là. Et qui, par ce petit souffle-là, m'a fait ressentir la plus grande force d'amour qui puisse exister dans notre univers. Et puis, il, avec un grand I, je ne sais pas, a recommencé. Et la deuxième a été tellement violente que j'ai pratiquement cru que j'allais griller. Mais mon corps, je l'ai déjà emmené dans des conditions extrêmes de méditation avec une circulation d'énergie très, très forte en moi. J'ai fait de l'entraînement intensif méditatif. Et je peux vous garantir que si je n'avais pas fait ça, le premier souffle m'aurait grillé. Mais en plus de cela, j'avais la climatisation sur, je vais vous dire, c'est très physique, mais elle était programmée sur le 16. On est presque dans le frigo, là, dans une chambre. Au deuxième souffle, mon corps suait, comme si j'avais fait un marathon. Mon corps a l'habitude que l'énergie circule. A vraiment l'habitude. Je me dis, je me connecte à un groupe entier comme ça. Et c'est mon énergie. Ce n'est pas la bête noire, là. C'est ma propre énergie. Et là, j'avais besoin d'un petit progrès, d'une petite pulsion. Et c'était l'amour divin. Et puis ça a duré encore. Une troisième vague, une quatrième vague. Et plusieurs, et encore, et encore, et encore. Et j'ai connu, toute la nuit,
un amour divin, au sens propre du terme. Et il est revenu toutes les nuits, durant tout le stage. Et je n'ai pas dormi une seule nuit. Et on a vu à quel point j'étais en forme. Il m'a rechargé chaque nuit et j'étais conscient. Et je me suis même pris à blaguer avec lui. Et il rigolait. J'étais mon moi au plus haut de mon potentiel en contact avec lui. Avec un amour que je ne peux pas connaître avec quelconque être humain, quelconque relation. C'est infini cet amour que j'ai vécu. Infini. Et c'est ça que je veux vous partager. Au-delà des mots, cette expérience que l'on peut tous vivre. Oui, j'ai une condition déjà présente en moi qui fait que j'ai peut-être un accès favorable à ça. Mais je suis vraiment sûr que tout le monde peut y avoir accès parce que nous sommes tous divins en nous. Nous avons tous une âme. Nous sommes tous là pour évoluer, pour faire élever notre conscience et retourner à cette condition. Et je veux vraiment partager ça avec vous, vraiment. Parce que il est revenu encore au stage d'octobre, novembre, de manière plus douce, mais avec autant d'amour. Et ça m'a aidé. Ça m'a vraiment aidé. Et je suis sûr à 100% de savoir d'où est-ce que ça vient et qui c'est. Si on peut utiliser des termes humains, parce qu'on est largement au-dessus. Et c'est pour ça que maintenant, je vais vous présenter ce stage-là que je souhaite organiser cette année, que je lance cette année, pour vous ramener à cet état. Avec l'aide de Michael, on a conçu un stage qui puisse vraiment nous permettre à tous de retourner à notre condition initiale. C'est un gros programme. L'idée derrière, c'est quoi? C'est qu'on fait des stages, on fait des formations, et puis ça dure 5 jours, 10 jours. On a vécu une belle montée d'amour, quelque chose, des belles vibrations, et puis après on retourne chez soi. Des fois on voit des informations, et puis on retombe, et on retombe. Et puis on reçoit des critiques, peut-être des menaces, un conjoint, une compagne, la famille. Et on retourne dans ce qu'on ne veut pas revivre. On souhaiterait que ça continue encore et encore, cette joie, cette félicité que l'on a connue en stage. Et l'idée, c'est de proposer un stage qui dure 6 mois, 180 jours, presque, quelques jours près. Une demi-année. L'idée, c'est qu'il puisse y avoir cette constance dans la démarche qu'on apporte et aussi un soutien. Et c'est ça le plus important que je pense dans tout ça, c'est un soutien de ma part, de la part de Michael, un suivi aussi. Un suivi pas pour, je dirais, contrôler, mais pour garder un œil, être sûr que la personne ne se renferme pas sur elle-même vis-à-vis de ce qu'elle comprend, parce que ça peut arriver. Et donc, dans ce stage, que j'appelle le stage du pouvoir de l'intention de l'âme actrice, parce que l'idée, c'est que
chaque personne devienne l'âme actrice dans la matrice, cette matrice qui est belle, qui a été conçue à la perfection, tout comme nous avons été conçus à la perfection. Nous sommes des êtres de substance évolutive. Nous avons été conçus de cette manière-là. Et pour rentrer un petit peu dans les détails de ce stage, comment on l'actionne? Bien déjà, ce stage, c'est le meilleur de tout ce que j'ai pu faire en stage depuis le début. Le meilleur est restructuré, réharmonisé, avec toutes les expériences, tout ce qu'on a, le recul qu'on a pu prendre, les retours que l'on a eus. On a été chercher, on a étudié, on a creusé. Et ce stage, sur 6 mois, il se déroule en 3 étapes. La première partie, elle dure, donc ça commence en juin, et donc ça dure 2 mois, c'est juin et juillet. Puis ensuite, il y a une partie intermédiaire, en août, septembre et octobre. Et puis, il y a une troisième partie. Jusque-là, tout se fait en ligne. La partie 1, la partie 2. Et la troisième partie, c'est la rencontre en présence. C'est l'apothéose. C'est le stage final en présence. Pour que toutes les personnes qui se sont rencontrées en ligne, qui auront travaillé ensemble, se rencontrent à la fin, au bout de ces 6 mois, et mettent tout ce que l'on aura vu en pratique. Et pour y arriver, eh bien, il y a un ensemble de leçons organisées de manière la plus logique possible. Tout d'abord, la première partie. Les 2 premiers mois, on va parler de la matrice énergétique, composée des différents centres énergétiques, pour comprendre comment, à travers cette matrice énergétique, notre âme peut recevoir l'expérience du monde. Et vice-versa, être une âme actrice dans ce monde. C'est-à-dire qu'elle est actrice et puis ensuite elle reçoit l'expérience pour être nourrie de l'expérience pour ensuite, à la fin de la vie, la ramener au divin, au grand tout. Donc on étudie ce corps énergétique. Ouais. Ce corps énergétique. Et il y a plusieurs leçons. La première leçon, c'est vraiment comment fonctionne l'âme, le corps énergétique, et la matrice de la planète tout entière en interaction avec notre matrice, le microcosme et le macrocosme. C'est vraiment ça l'idée. Et puis, on va étudier le moi supérieur. Chaque leçon, leçon après leçon, nous étudierons chacun des centres énergétiques qui composent notre matrice énergétique. Pourquoi? Parce que cette matrice énergétique, c'est celle-là, c'est grâce à notre matrice énergétique que l'on peut rentrer en interaction et faire vivre la loi d'attraction. C'est grâce à cela. Donc, si on est aligné, la loi d'attraction fonctionne en notre faveur. Et s'il y a des nœuds, des blocages, eh bien, elle fonctionne en défaveur. Et donc, on va nourrir cette chose noire dont je parlais. Donc, il y a plusieurs centres. Il y a le premier centre énergétique, je suis. Deuxième centre énergétique, je veux. Le centre sacré, l'énergie sexuelle. Troisième centre énergétique, je peux, le pouvoir, la réalisation. Le centre du cœur, nous sommes. Le centre de la gorge, nous œuvrons. C'est là que nous transmettons au monde. C'est là que nous nous exprimons de différentes manières. Chaque leçon dure à peu près 2 heures. Puis ensuite, nous étudierons en 2 leçons différentes, parce que c'est un très gros sujet, nous étudierons la glande pinéale. Parce qu'elle a d'abord 3 canaux subtils d'évolution supérieure, et puis la deuxième leçon, nous étudierons les différents canaux extrasensoriels que tout le monde a dans l'inconscient. Et à travers chaque leçon,
pendant chaque leçon, donc ensuite, le dernier centre, c'est le centre cosmique. Chaque leçon fonctionne de la façon suivante. On prend conscience de quelque chose, on étudie un thème, et ensuite, à la fin de la leçon, il y a des questions. Et à la fin de cette question-là, on intègre cette prise de conscience dans la psyché par une méditation guidée où je me connecte à chacun des participants pour lui donner un petit coup de pouce vibratoire dans sa matrice énergétique pour lui montrer que le premier centre énergétique est plutôt là, que dans ce premier centre énergétique, il y a un nœud ici. Et au fur et à mesure du temps, nous répétons chaque méditation. Le lendemain, vous voyez, il y a un planning même pour chaque leçon. Et on répète et nous reméditons. Il y a des méditations connectées, sans leçon. Bref, il y a tout un planning. Puis ensuite, je vais vous parler, là on arrive au mois de juillet déjà, de la 10e leçon. Je vais vous parler des programmes limitants et destructeurs. C'est ce sujet dont je vous ai parlé, je les appelle les PLD. Comment naissent les PLD dans notre psyché? Depuis l'enfance, je vous ai dit, de cette base d'injustice, de manque d'amour, naît la contrariété, la victimisation, la colère, la rancune, l'agressivité, la culpabilité, la paresse, la jalousie, etc., etc. Tous ces programmes-là, je les ai parfaitement définis, de manière à ce qu'ils soient pas le plus calqués au plus proche de la réalité pour pouvoir en prendre conscience chacun. Et ensuite, on finit par une méditation de cette prise de conscience de manière à l'intégrer par la méditation dans notre psyché. Parce que tant que nous n'en prenons que conscience, cela ne fait pas partie de nos mécanismes. Et pour que ça fasse partie de nos mécanismes, il faut l'intégrer dans la psyché. Et c'est la méditation qui nous y aide. Donc, je vous parle des PLD. Là, on a vu victimisation, culpabilité, rabaissement, rancune, colère. Et je vais vous parler aussi de l'ego. Cet ego qui est à la base le missionnaire de notre âme, qui vient réguler notre psyché, qui nous fait prendre des choix, bons ou mauvais, on verra plus tard pourquoi, et qui nous entraîne dans ces programmes destructeurs aussi des fois. Donc ça, c'est en deux parties. Il y aura là une autre leçon. Donc là, on est sur des grosses leçons plutôt. Là, on est sur des leçons qui pourront durer 2h30 pratiquement. Ce sont des gros morceaux. Ça, ce sera le dimanche, vous verrez. Pour les horaires, on en reparlera. Donc la leçon 11, admettons, c'est pareil. Partie 2 sur les programmes limitants et destructeurs, mais là, on verra d'autres programmes. Et j'expliquerai aussi comment ces programmes viennent affecter notre matrice énergétique, du coup, automatiquement. Et du coup, créer cette loi d'attraction défavorable à nous-mêmes dans notre inconscient. C'est PLD. Ensuite, je vais vous parler dans une autre leçon des égrégores, en vous expliquant comment sont-ils apparus, pourquoi on a hérité d'un système d'égrégores, qu'est-ce que c'est que cet héritage, et comment se sont-ils transmutés et comment se sont-ils développés en système, un système qui nous dérange, à travers les rouages de la matrice, qui à la base était pure et belle, autonome. Et malheureusement, ces égrégores, dans une grande majorité, nous emprisonnent, à travers ces PLD, par exemple, les schémas limitants et destructeurs, pour qu'on les nourrisse. Pour le don de quoi? Ensuite, dans une autre leçon, je vais vous parler des Atlantes, un thème que j'aime beaucoup et que je développe avant chaque conférence, toujours plus, toujours plus, toujours plus, parce que je découvre des choses encore. Qui était-il? Comment a-t-elle disparu, cette civilisation? Qu'avons-nous hérité d'eux? Je parlais d'héritage tout à l'heure. En lien avec les Atlantes, je vous parlerai de karma et bien sûr comment fonctionne la loi d'attraction avec toutes ces choses-là, là, cet héritage, les égrégores, les programmes limitants et destructeurs. On va rentrer en détail dans tout ça.
Et on aura vu une belle partie déjà. Vous aurez déjà une compréhension assez profonde parce que entre chaque leçon, nous allons méditer de nombreuses fois pour intégrer toujours plus tout ce que nous aurons pris, tout ce dont nous aurons pris conscience. Ensuite, il y a la partie intermédiaire. Et là, on va rentrer très en détail dans les programmes, dans chacun des programmes. Très, très, très en détail. Pour que chacun puisse s'en débarrasser le plus possible. Et c'est là vraiment où vraiment il y a un très gros travail à faire pour tout le monde. Et c'est là où je vais m'investir, je dirais, le plus, parce que je sais que c'est là qu'il faut y mettre beaucoup, beaucoup d'énergie. Et donc, il y aura les leçons, il y aura des méditations guidées, connectées entre deux, et surtout, il y aura des exercices très intéressants à faire, où je mettrai en connexion, c'est moi qui choisira les personnes pour qu'elles travaillent entre elles, en ligne et à distance, pour qu'elles fassent connaissance. Et bien sûr, l'univers, à travers moi, fera en sorte que ces connexions soient intéressantes dans ces exercices. Les schémas limitants et destructeurs. Hein? La confrontation de la justice. Bon, ce sera amical, hein. Vous verrez que ce sera intéressant. Et puis, donc, il y a tous ces programmes. Par exemple, victimisation, culpabilité, rabaissement, rancune, déséquilibre masculin et féminin. Un très, très gros sujet aussi. Très, très gros sujet. Et puis, il y a des leçons parallèles qui font le lien avec ces programmes. Comme je vous ai dit, c'est, par exemple, qu'est-ce qu'est devenu la spiritualité actuelle? Je vais vous parler aussi parce que le programme de culpabilité, à travers toutes les séances que je fais, à travers tous les stages que je fais, à travers des expériences incroyables. Par exemple, je parlerai tout à l'heure du jeu des PLD, où on se rend compte de la profondeur des programmes aussi, mais aussi parce que j'étudie de plus en plus les enfants aussi à travers ces programmes-là, comment ils naissent. Eh bien, j'ai pu vraiment comprendre que aujourd'hui, la culpabilité est en réalité une religion, un dogme, un culte. Le sacrifice, vous vous rappelez? La culpabilité, coupable, souffrir. Sanction. La culpabilité appelle la sanction. Bon, on ne va pas rentrer tout de suite. On peut commencer parce que sinon... Et puis, voilà, dogme de la culpabilisation. Un autre thème en lien avec le rabaissement, c'est peut-on mélanger argent et spiritualité? Très intéressant. Encore un autre thème, le compliment obligeant. Peut-être chacun peut avoir une idée, vous verrez de quoi il s'agit. Les attentes, avec l'idée de la visualisation à travers les attentes. Est-ce un réel potentiel, la visualisation, ou un piège dans lequel on peut tomber si on ne maîtrise pas cette idée de visualisation? Et donc déjà, à travers tout ça, là, eh bien, on sera déjà rendu à presque 6 mois déjà de travail en groupe, les séances, les méditations, où je viendrai me connecter. Il y a les méditations entre deux. Hein, alors, il y aura plein de types de méditations. Il y a le planning aussi, qui le montre. Il y a des méditations où chaque personne a un horaire très précis. Je proposerais qu'on médite sur un thème, sur un sujet, sur un centre énergétique pour pratiquer, le ressentir, s'en débarrasser et mettre des intentions, etc., etc. Et puis, je me connecterai à cet instant à toutes les personnes, encore une fois, pour les aider toujours plus. Et il y aura d'autres méditations où, par exemple, je programmerai un enregistrement guidé, une méditation guidée pour que la personne puisse enregistrer, écouter. Je le fournirai juste avant la méditation. Là, tout le monde pourra l'écouter et je viendrai me connecter aux personnes en plus de ça. Et il y aura aussi carrément des lives juste pour la méditation. Toujours pour aller conscientiser et changer et s'améliorer, prendre conscience, intégrer en soi. Et à l'issue de ça, eh bien, au bout de ces 6 mois-là, on finira par un stage en présence. Et pour ce stage en présence, il y aura 3 lieux et donc 3 dates. Une date et un lieu qui est Nice, en octobre, fin octobre, et en novembre, pendant 4 jours, la Guadeloupe,
et en Martinique pendant 4 jours. Et ces 4 jours seront encore très, très riches. Et là, nous allons maximiser la pratique et la pratique par des ateliers et des jeux, et aussi des nouveaux thèmes, toujours pour aller encore plus compléter tout ce que nous aurons vu durant les 6 mois. Et ces thèmes que j'ai choisis sur ces 4 jours, ils ne sont compréhensibles, ils ne vont être compréhensibles que si nous voyons, ou de manière beaucoup plus profonde, en tout cas beaucoup plus dans l'essence même de ce que je vais vous apporter durant ces 4 jours, que si nous avons traversé les 6 mois précédents ensemble. Ce sera beaucoup plus profond. Et à chaque fois, il y aura un thème du jour, avec le jour 1, l'amour et la communication, où je vais vous parler de passer des émotions, comment passer d'un ressenti émotionnel, physique, dans lequel on a tous grandi et évolué, et aller à un niveau supérieur à un ressenti purement énergétique. Les émotions énergétiques, pour pouvoir aller dans une maîtrise plus profonde, un ressenti plus profond, une conscience, tellement de choses. Et puis, du coup, automatiquement, en parallèle, de développer et maîtriser l'intelligence émotionnelle ou l'empathie, pour en faire une force, parce qu'on nous dit il ne faut pas rentrer dans les émotions. Le système nous dit ça. Ne rentrez pas dans vos émotions, soyez dans l'intellect. Mais si on fait ça alors que notre mission de vie, c'est d'écouter notre cœur, eh bien, on passe à côté de notre mission de vie, par exemple. Donc, un sujet, l'amour et la communication, ce premier jour, c'est aussi notre mission collective, humaine. Et donc, il y aura des méditations guidées par le biais d'ateliers. Il y aura les méditations guidées, il y aura le thème méditation guidée comme on connaît, ce sera assez court. Et surtout, il y aura des ateliers à 2, énergétiques, où nous allons pouvoir ressentir chez soi et chez l'autre l'énergie, avec le plus de bienveillance possible. En étant guidé aussi par Michael, par exemple, dans ces ateliers à 2. Et c'est vraiment très intéressant. Tout le monde... Alors, le format là, des 4 jours, je l'ai déjà testé. Ici, là, en octobre dernier, novembre, je ne sais plus. Et peut-être qu'on aura un témoignage, mais c'était vraiment beaucoup de pratiques très utiles et qui a vraiment fait prendre conscience beaucoup de choses à beaucoup de personnes que, en fait, je peux faire déjà cette forme de télépathie. Oui, je peux. Et plein d'autres choses. Par exemple, Karel, qui n'est pas là, a ouvert, a fait remonter sa pépite, son joyau, son diamant intérieur, et a lâché tout le reste qu'elle connaît pour ouvrir un don de clairvoyance durant ce stage. Mais de la vraie clairvoyance pour voir un blocage chez l'autre. Durant cette méditation, cet atelier à 2, énergétique. Et puis l'après-midi, donc ça c'est le matin, et l'après-midi, il y aura des jeux. On va jouer pour de vrai, à travers des rôles, des jeux de rôle et des scénarios que je vous donne, et vous allez les jouer. Et c'est selon la dynamique, je dirais, je peux appeler ça d'une dynamique, ce sont des jeux de rôle qui vont vous faire entrer dans des schémas. Puis vous allez jouer ces schémas. Et ça va révéler beaucoup de choses. Très beaucoup de choses. On aura peut-être un autre témoignage tout à l'heure, si elle est prête. Deuxième jour, l'acceptation et le pardon. C'est la fin de la culpabilité. Là, on arrive au bout. Là. Ça y est, on a vu le dogme. On lâche, c'est bon. Ce sera la fin. Arrêtez de se faire violence. Et là, on va voir un sujet très profond qui fait que je peux vous parler aujourd'hui de l'acceptation de soi et des autres et du pardon authentique. Vous le comprendrez d'une manière. Si je vous en parle après ces 6 mois, ce sera complètement différent et nettement plus haut en chacun d'eux, des personnes qui participent, en termes de compréhension, de prise de conscience et d'intégration jusque dans, pour certaines personnes, dans le système énergétique, dans la psyché, et pour d'autres même
physiquement, corporellement, hormonalement, nerveux, dans le système nerveux. Troisième jour, on a l'ego et renaissance de l'ego. Renaissance. Je vais vous parler des 4 niveaux d'évolution de l'âme. L'idée, ça va être de comprendre le regard des autres, comprendre le regard des autres et surtout arrêter d'être dans le jugement. Vous verrez. Et du coup, automatiquement, il y aura des programmes. Donc, encore les ateliers méditatifs à 2. Là. Donc, chaque jour, on va travailler sur des centres très spécifiquement. Premier, deuxième centre énergétique le premier jour. Troisième, quatrième centre le deuxième jour. Cinquième centre le troisième jour. Et puis, sixième et septième centre énergétique le dernier jour. À 2. Nous ferons toujours ces jeux sur les programmes. Donc là, troisième jour, les programmes de la paresse, des attentes, de la jalousie. Et le quatrième jour, c'est l'apothéose de ces 6 mois. C'est reconnexion profonde à son âme. Ça y est, on y est. On est prêt. Et je veillerai à ce que ça se passe en activant chez chacun des participants cette activation à son âme, pour que chacun puisse la ressentir concrètement. Donc, pour résumer un petit peu, c'est 6 mois de stage, bon, c'est 6 mois, 56 heures de leçons, 60, plus de 60, il y en aura d'autres, il y aura des méditations surprises, il y aura plein de surprises de toute manière, plein de plus, plein de bonus. 60 méditations connectées et guidées minimum. Il y aura un suivi personnel de tous les participants, un soutien constant. Aussi, ces PLD dont je vous parle, il y a un recueil qui fait 100 pages que je délivre, que j'offre dans ce stage. Activation, il y aura une activation individuelle de tous les centres énergétiques automatiquement parce que je vais venir veiller à ce que chaque personne puisse bien ressentir son centre énergétique. Toutes ces formes de choses dont je vous parle. Et puis, les replays seront disponibles durant les 6 mois. C'est-à-dire que si quelqu'un ne peut pas, il peut regarder le lendemain. Et durant toute la durée du stage. Et puis, ça va créer une réelle communauté, finalement, au sein de la plateforme que nous utilisons pour échanger. Et le bouquet final, c'est, pour ce stage, j'offre des cadeaux. Il y aura un tirage au sort à la toute première représentation. Je ne sais plus exactement. Nickel. Ah d'accord, je vais vous dire. Bougez pas. Les cadeaux que j'offre pour ce stage, ce sont 5 consultations individuelles qui seront offertes. Donc, il y aura un tirage au sort. 3 méditations guidées personnelles offertes en fonction de l'algorithme et de tous les nœuds, tous les blocages qu'elle a modifiés, a changé, a permuté en elle. Donc, adapté à la personne. Et un soin énergétique en présentiel offert pour tous les participants. Donc, ça fait 8-9 petits cadeaux. Beau cadeau. J'essaie de... Voilà, ça vient du cœur et j'ai vraiment eu envie d'offrir ça en plus. Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? Oui, du coup, est-ce qu'il y a... Alors, je sais qu'il y a quelques personnes qui... Ouais, un petit témoignage.